Mon mari a déclaré à ses collègues de la faculté qu'il n'aurait jamais pu y arriver sans le soutien à la maison. Il parlait de moi. Mon nom figurait sur la page de titre en caractères plus petits. Collaboratrice scientifique. La série a été concédée sous licence à un éditeur éducatif allemand l'an dernier pour 340 000 €. 3 ans avant la signature de ce contrat de licence, j'avais signé une cession de droit avec la maison d'édition, assignant 60% de l'ensemble des redevances à mon nom. 204 000 €. Olivier a déposé la demande de divorce en janvier et m'a proposé 18 mois d'allocation transitoire en invoquant mon rôle de soutien. Il n'avait pas lu le dossier du département des droits. Je lui ai dit qu'il existait un document qu'il souhaitait peut-être consulter. Il m'a répondu qu'il était certain que tout était en ordre. J'ai dit oui, c'est le cas. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. C'est encore Camille et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Cela aide ces histoires à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous m'écoutez depuis Strasbourg, depuis n'importe quelle ville universitaire, depuis n'importe quel endroit où quelqu'un a bâti une carrière sur un travail partagé sans en partager le crédit, dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous parlé de la cession de droit avant qu'il dépose la demande ou auriez-vous attendu qu'il formule l'offre? On dit toujours que le travail académique est collaboratif. On dit que la recherche est une affaire collective, que les savoirs se construisent à plusieurs, que les grandes œuvres naissent de discussions et d'échanges. Et puis on rédige la page de titre et on décide qui figure en haut, en grands caractères, et qui figure en bas, en petits caractères ou pas du tout. J'ai édité, vérifié, rédigé pendant 11 ans. J'étais listée en plus petits caractères. Je comprends aussi le droit français de l'édition. Ces deux faits ont fini par converger un matin d'automne dans une salle de réunion à Strasbourg, autour d'une table en verre avec vue sur la flèche de la cathédrale. Avez-vous déjà remarqué comment les faits, une fois alignés, ont une façon de rendre l'injustice invisible jusqu'au moment où elle ne l'est plus, où ce que j'ignorais au début de ces 11 années, c'est que la patience peut être une forme de stratégie et que les documents bien rédigés et correctement déposés durent bien plus longtemps que les certitudes mal fondées. Je ne savais pas encore que la petite typographie aurait un jour un prix exact, en euros, inscrit noir sur blanc dans un contrat enregistré. Je le sais maintenant, je suis linguiste et chargée d'édition scientifique. J'ai travaillé avec des presses universitaires pendant 18 ans. Je sais ce qu'est une cession de droit, ce qu'elle engage et ce que signifie son enregistrement auprès du département des droits d'un éditeur. Notre appartement dans le quartier de la Petite France avait un bureau que j'avais cessé d'utiliser depuis longtemps. Le vrai travail se faisait à mon propre bureau, dans mes propres fichiers, avec mes propres notes de bas de page et mes propres systèmes de classement. La série de manuels
a mis 11 ans à atteindre sa 4e édition. 11 ans. Est-ce que vous comprenez ce que cela représente en termes de travail accumulé, de révision, de correspondance, de versions successives? J'étais mentionnée en plus petits caractères sur chacune d'elles. J'étais aussi la personne qui avait négocié les termes avec l'éditeur, les délais, les droits de traduction, les barèmes de redevance, fixés à 7% du prix de vente net. Je m'appelle Margot Fleury, née Schmidt. 44 ans. Cheveux blond miel, coupés, courts et nets. Des lunettes de lecture sur un cordon que je porte autour du cou depuis des années, une habitude académique ou peut-être simplement de la praticité. Olivier m'avait dit un jour à un dîner de département en désignant mes lunettes d'un geste désinvolte que c'était le look d'une bonne assistante. Il souriait, les convives avaient souri. Je n'avais rien dit. Je me souvenais de tout. Nous vivions à Strasbourg depuis que j'avais accepté un poste de chargé d'édition à la presse universitaire. 18 ans plus tôt. Olivier enseignait la linguistique appliquée à l'université de Strasbourg. Il avait été nommé chef de département 6 ans après notre mariage. La nomination avait coïncidé avec la première édition de la série de manuels, une série que nous avions commencé à construire ensemble, lui pour la structure disciplinaire, moi pour la rigueur éditoriale, la vérification des sources, la cohérence terminologique et une part considérable de la rédaction proprement dite. Le premier volume portait son nom sur la couverture. Le mien figurait en page de titre intérieur, sous le sien, en caractères nettement plus petits. Margot Fleury, collaboratrice scientifique. Notre bureau partagé était une longue pièce au dernier étage du bâtiment principal du campus, avec des fenêtres qui donnaient sur les bras de l'île. Les cartons de référence s'y empilaient depuis des années. Les brouillons de chapitres s'y succédaient en version numérotée. Les échanges de courriels avec l'éditeur sur les délais, les indexations, les droits d'illustration, les relectures étaient majoritairement de ma main, pas intégralement. Mais majoritairement, ce fait-là était documenté. Je m'en assurais sans bruit depuis le début. L'automne à Strasbourg est une saison précise. Les façades à colombage de la petite France prennent une teinte plus sombre sous les nuages bas. L'île reflète un ciel gris-perle et les platanes du campus perdent leurs feuilles en silence, une à une, jusqu'à ce que les allées soient entièrement couvertes. C'est dans ce contexte que j'ai passé 11 automnes à travailler sur cette série. C'est dans ce contexte que j'ai pris des décisions que je n'ai pas annoncées. Le premier signe est apparu il y a 3 ans, lors d'un dîner de la faculté au restaurant de l'université. Une longue table sous des plafonniers trop blancs, une vingtaine de collègues du vin d'Alsace, servis avec une régularité mécanique. Un collègue avait félicité Olivier pour le volume impressionnant de recherche indépendante que représentait la série. Olivier l'avait remercié chaleureusement
sans corriger le mot indépendante. Il avait levé son verre. Tout le monde avait levé le sien. J'avais bu mon verre de Riesling et j'avais noté mentalement, avec la précision d'une personne habituée à annoter des textes, que le mot indépendante n'avait rencontré aucune résistance. Connaissez-vous ce genre de moment où l'évidence est là, devant vous, et où vous choisissez de lui laisser du temps plutôt que d'en faire une scène? Je ne dis pas que j'ai décidé ce soir-là. Ce n'était pas une décision qui s'est prise en un soir. C'était une accumulation, une évidence progressive. Le genre de clarté qui vient non pas d'une révélation dramatique, mais d'une série d'observations qui finissent par former un motif reconnaissable. J'avais vu le motif, je l'avais évalué et j'avais commencé à agir en conséquence. Le second signe était documentaire et donc plus difficile à rationaliser. Le relevé de redevance trimestrielle de l'éditeur, un document que nous recevions habituellement tous les deux, avait commencé à arriver en un seul exemplaire, adressé à Olivier, à une nouvelle adresse professionnelle qu'il avait enregistrée auprès de l'éditeur sans m'en informer. Ce n'était pas une erreur administrative. J'avais appelé le département des droits pour vérifier. La modification avait été demandée par écrit, par lui. 6 mois plus tôt. J'avais remercié l'interlocutrice, raccroché et passé les 20 minutes suivantes à relire le dernier relevé trimestriel, ligne par ligne, avec mes lunettes de lecture sur le nez. Puis, j'avais pris un stylo et j'avais noté le nom de la directrice des droits. Je l'avais contactée directement la semaine suivante. Il y a une question que les gens me posent parfois depuis que l'histoire a commencé à circuler dans les cercles où les histoires de ce type circulent toujours, finalement. La question est: comment as-tu su? Et je réponds parce que c'est vrai. Je n'ai pas su. Je n'ai pas eu de révélation, pas d'instant décisif, pas de scène où tout est devenu soudainement clair. J'ai eu une série d'observations espacées dans le temps qui ont formé un motif et j'ai eu 18 ans d'expérience éditoriale qui m'ont appris que les motifs dans les documents ne mentent jamais. La première édition de la série avait paru 7 ans après notre mariage. Je me souviens du matin où j'avais reçu les premières épreuves définitives par courrier, une enveloppe épaisse, du papier de bonne qualité, le logo de la presse universitaire dans l'angle supérieur gauche. J'avais ouvert l'enveloppe à la table de la cuisine avec mon café du matin. Olivier était encore sous la douche. J'avais trouvé la page de titre intérieur et j'avais regardé nos 2 noms. Le sien, en grand, avec son titre complet, Professeur Olivier Fleury, Université de Strasbourg, Département de linguistique appliquée. Le mien, en dessous, en caractères notablement plus petits. Margot Fleury, collaboratrice scientifique. J'avais relu la ligne, j'avais bu une gorgée de café, et je n'avais rien dit quand Olivier était entré dans la cuisine. Parce que je pensais alors, et c'est ce que je pensais vraiment, je veux être honnête là-dessus, que la typographie était une convention de l'édition universitaire et que le fond comptait plus que la forme. C'était une erreur de jugement.
Pas la dernière que j'ai faite dans cette histoire, mais la plus coûteuse, dans le temps. Pendant les années qui ont suivi, j'ai appris à mesurer la contribution différemment. Non pas en termes de reconnaissance. La reconnaissance viendrait, me disais-je, mais en termes de documentation. C'est un réflexe éditorial. Tout ce qui est dans un fichier, dans un courriel, dans un historique de révision, dans une correspondance datée, tout ça existe. Tout ce qui ne l'est pas n'existe que dans les souvenirs des gens. Et les souvenirs des gens ont une durée de vie plus courte que les fichiers bien conservés. J'ai commencé à archiver avec soin. Pas pour me préparer à quelque chose de précis, simplement parce que c'est ce que font les éditeurs sérieux. La deuxième édition avait paru 3 ans après la première. Le chapitre sur la phonologie était entièrement de ma main. J'avais mené les recherches comparatives, rédigé les tableaux, vérifié les sources primaires et produit les 3 versions successives du texte jusqu'à la version finale, retenue par le comité éditorial. Dans les remerciements, Olivier avait écrit « Je remercie ma femme pour son soutien constant et pour ses relectures attentives. » La deuxième édition s'était vendue à plus de 4000 exemplaires en 2 ans, à 32 € pièce. Les redevances de cette seule édition avoisinaient 8000 €. Elles avaient été versées sur le compte commun. Relecture attentive. Comme si j'avais corrigé des fautes de frappe. Je n'avais rien dit à ce moment-là non plus. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'inertie conjugale. La différence entre les deux est plus fine qu'on ne le croit. La 3e édition avait été l'occasion d'une première tension sérieuse. Le comité éditorial avait demandé une refonte substantielle du chapitre sur la syntaxe comparée, un chapitre dont la structure conceptuelle était la mienne depuis l'origine. J'avais produit la refonte. Olivier avait soumis le texte final à l'éditeur sous sa seule signature. L'éditeur l'avait accepté sans question. Pourquoi aurait-il posé une question? La page de titre disait ce qu'elle disait. Ce soir-là, j'avais travaillé tard à mon bureau. Les lumières du campus étaient éteintes. L'île brillait sous les réverbères noirs et lentes. Je me souviens d'avoir regardé le canal depuis la fenêtre longtemps avec les révisions du chapitre encore ouvertes sur l'écran derrière moi. Et je m'étais demandé pour la première fois avec une véritable acuité ce que le mot collaboratrice scientifique signifiait exactement dans un contrat d'édition et ce qu'il impliquait juridiquement en termes de droit. J'avais commencé à me renseigner ce soir-là. Pas de manière urgente, de manière méthodique. C'est le mode que je connais le mieux. 3 ans avant la demande de divorce, au moment exact où la négociation avec l'éditeur allemand était en cours pour la licence de la série, j'avais eu ma première conversation substantielle avec la directrice des droits de l'éditeur. Cette conversation m'avait coûté 2 heures d'une matinée et un déplacement au siège de l'éditeur dans ce bâtiment de verre et d'aluminium où nous allions tous nous retrouver plus tard. La directrice des droits s'appelait Madame Leclerc. Elle avait la cinquantaine, des lunettes à monture fines et la précision d'une personne qui a passé des décennies à décortiquer des contrats.
Je lui avais exposé la situation, non pas comme une plainte, comme une question professionnelle. Quelle est, sur le plan juridique, la position d'une contributrice dont le travail est documenté dans les archives de la maison d'édition, mais dont la page de titre ne reflète pas la division réelle du travail intellectuel? Elle avait écouté, puis elle avait ouvert un classeur, puis elle m'avait expliqué le cadre applicable avec une clarté que j'avais appréciée. Ensuite, elle avait dit quelque chose qui avait changé l'orientation de la conversation. La session de droit est l'instrument le plus robuste dans ce type de situation. Si elle est exécutée correctement et enregistrée en temps utile. J'avais demandé ce que signifiait en temps utile. Elle avait souri, un sourire professionnel, neutre, informatif. Elle m'avait dit que en temps utile signifiait avant qu'un litige soit ouvert. Elle avait dit ça calmement, sans aucune insistance particulière. Elle avait simplement posé le fait sur la table, comme elle poserait un document pour que je puisse le lire et en faire ce que je voulais. J'avais lu. Je savais quoi en faire. Le processus de rédaction de la session de droit avait pris plusieurs semaines. J'avais consulté Maître Renner pour la première fois à ce stade, pas encore dans le cadre d'une procédure de divorce, puisqu'il n'y en avait pas encore, mais en tant que conseil en propriété intellectuelle. Elle avait relu le projet de document, suggéré 3 modifications de formulation qui renforçaient la portée de l'assignation et confirmé que le cadre juridique applicable permettait l'exécution d'une telle session par une contributrice professionnelle indépendante, même dans le cadre d'un régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, dès lors que la contribution était exercée à titre professionnel propre et documentée comme telle. C'était documenté comme tel. J'avais les archives. J'avais signé le document un mercredi d'octobre dans le bureau de la directrice des droits. Le contrat de licence allemand était alors estimé à 340 000 € d'avance, 60% pour moi, soit 204 000 €, plus les redevances annuelles courantes projetées à 18 000 €. Il faisait froid ce matin-là. Les platanes devant l'immeuble avaient déjà perdu la moitié de leurs feuilles. J'avais apporté mes propres stylos et une habitude éditoriale, là encore. On ne signe pas avec n'importe quoi. La directrice des droits avait contresigné, apposé le cachet de la maison d'édition et rangé un exemplaire dans le dossier de la série. Elle m'en avait remis un. Je l'avais glissé dans mon sac, puis dans le classeur bleu, le soir, en rentrant à l'appartement de la petite France. Olivier était en déplacement ce jour-là. Un colloque à Lyon. Il m'en avait parlé avant de partir. Je lui avais dit d'y aller. Je lui avais dit que ça se passerait bien. Il n'avait pas demandé ce que j'avais fait de ma journée. Les mois qui ont suivi la signature ont été des mois ordinaires en apparence. Le campus, les dossiers, les réunions éditoriales, les dîners avec des collègues, les week-ends à Strasbourg avec son marché de Noël précoce
et ses lumières dans les rues de la petite France, en apparence seulement, parce que j'avais changé quelque chose d'irréversible, même si personne ne le savait encore, et que les choses irréversibles ont tendance à donner aux journées ordinaires une texture légèrement différente, pas dramatique, simplement différente, un peu plus stable peut-être, comme une table qui a été renforcée sans que personne ait regardé. Je continuais à travailler sur la série. La 4e édition était en cours de finalisation. Les dernières révisions du chapitre sur la morphologie dérivationnelle étaient les miennes. J'avais passé 6 semaines à vérifier les données de corpus comparatif, à retravailler les exemples, à équilibrer la bibliographie. Olivier avait soumis les fichiers à l'éditeur. La page de titre restait la même. Je la connaissais. Il y avait, dans notre appartement de la petite France, une bibliothèque qui occupait tout un mur du salon. Les éditions de la série y étaient rangées sur l'étagère du milieu, côte à côte, dans leurs jaquettes couleur bordeaux caractéristiques. 4 volumes, 4 pages de titres avec le même arrangement typographique. Je passais devant cette bibliothèque tous les matins en allant chercher mon café. Je ne m'arrêtais pas pour les regarder. Il n'y avait rien de nouveau à voir. Ce n'est pas de l'amertume que je décris. Je veux être précise là-dessus. C'est un fait. Les faits ne sont ni amers ni doux. Ils sont là, dans les documents avec leur date et leur signature. La demande de modification de l'adresse postale pour les relevés de redevances, celle qu'Olivier avait faite auprès du département des droits sans m'en informer, avait eu lieu en mars. Je l'avais découvert en juin, quand j'avais appelé la directrice des droits pour un point de suivi sur le calendrier de versement des avances du contrat allemand. Elle m'avait dit, avec une neutralité parfaite, que les relevés étaient désormais adressés à une adresse professionnelle qu'elle m'avait lue, l'adresse d'un appartement dans le quartier de la Cruteneau. Pas notre appartement. Je n'avais pas dit grand-chose pendant cet appel téléphonique. J'avais demandé depuis quand cette modification était en vigueur. Elle m'avait dit depuis mars. J'avais remercié. J'avais raccroché, puis j'avais ouvert le fichier de la session de droit sur mon ordinateur, relu la clause de destination des versements et vérifié que le libellé était suffisamment précis pour que la modification d'adresse ne crée pas d'ambiguïté sur le destinataire des fonds. Il l'était. J'avais fait modifier le libellé lors de la rédaction, justement pour ce type de situation. Maître Renner avait dit plus tard, quand je lui avais rapporté ce détail, « Vous aviez bien travaillé le document. C'était le compliment le plus satisfaisant que j'ai reçu dans toute cette histoire. » Pendant la procédure, Olivier avait fait une tentative pour me parler directement, en dehors du cadre des communications entre avocats. C'était en février, 2 semaines après que Maître Renner eut reçu la réponse de Maître Dufour retirant l'argument du rôle secondaire. Il m'avait envoyé un message sur mon téléphone personnel un soir qui disait « On pourrait se parler, juste nous deux. »
Je lui avais répondu que toutes les communications relatives à la procédure devaient passer par les avocats respectifs, conformément à ce que nous avions convenu. Il n'avait pas répondu à mon message. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Je ne l'ai pas demandé. Il y a des conversations qui n'auraient pas pu changer ce qui était déjà écrit. Et celle-là en faisait partie. Le café de l'orangerie que je bois chaque matin est en effet trop fort. C'est un café en grains que je mets moi-même dans un moulin manuel. Une habitude que j'ai prise il y a quelques années qui a l'avantage de me donner 2 minutes de calme mécanique avant de commencer à lire. Les platanes devant ma fenêtre sont dépouillés en hiver et leurs branches dessinent quelque chose qui ressemble à un système de classification logique, des nœuds principaux avec des ramifications secondaires qui se subdivisent selon une logique que les arbres maîtrisent mieux que les organigrammes. Je ne peux pas voir ça sans penser à la structure syntaxique. C'est une déformation professionnelle. Le classeur bleu est sur l'étagère du haut. Je ne l'ouvre plus souvent. Il n'y a plus rien de nouveau à y lire. Mais il est là, entre les autres classeurs, comme il a toujours été. Le document est enregistré, la date est la date, ma signature est ma signature. La 5e édition de la série paraîtra dans 18 mois selon le calendrier éditorial actuel. Le nouveau contrat de publication est en cours de négociation. La page de titre sera différente. Le département des droits a transmis les nouveaux paramètres de crédit à la direction éditoriale et la direction éditoriale a confirmé par écrit que le changement serait effectif pour la prochaine édition. J'ai ce courriel. Il est dans un dossier sur mon ordinateur classé par date. Est-ce que la correction d'une page de titre peut valoir 11 ans de patience? Je le crois. Je ne compte pas les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend avec impatience. La correction d'une page de titre. C'est quelque chose qu'on laisse arriver, avec la certitude tranquille que le calendrier fait son travail quand les documents sont en ordre. Il y a, dans les locaux de l'Université de Strasbourg, un long couloir au dernier étage du bâtiment principal du campus, le même bâtiment où nous avions notre bureau partagé pendant 11 ans. J'y passe encore parfois pour des réunions avec d'anciens collègues ou pour des consultations sur des projets éditoriaux en cours. Le bureau que nous partagions est maintenant attribué à une autre équipe. Les fenêtres donnent toujours sur les bras de l'île. L'île est toujours la même. Je m'arrête rarement devant cette porte. Il n'y a rien à voir de particulier. C'est une porte ordinaire, dans un couloir ordinaire, dans un bâtiment universitaire ordinaire. Le travail qui s'y est fait pendant 11 ans est maintenant dans des bibliothèques, sur des étagères, dans les mains d'étudiants qui n'ont aucune raison de savoir comment la répartition du travail s'est faite, ni ce que les pages de titre ont omis. Le travail existe. C'est ce qui compte. Ce que j'aurais voulu qu'Olivier comprenne, et ce que je ne lui ai jamais dit parce que ce n'était pas le bon moment et qu'ensuite il n'y a plus eu de bon moment, c'est que la question n'était pas la reconnaissance.
La reconnaissance est agréable. Elle n'est pas suffisante. Ce que je voulais, c'est ce que tout professionnel dont le travail est documenté est en droit de vouloir. Que les droits économiques issus de ce travail soient correctement attribués selon les règles qui existent précisément pour ça. Pas plus, pas moins. Les règles existent, je les connaissais, je les ai appliquées. La demande de divorce est arrivée en janvier. Non pas par huissier, Olivier n'était pas dramatique dans ses méthodes. Il m'avait envoyé un courriel un mardi matin avec en pièces jointes un résumé de 2 pages intitulé Proposition de séparation amiable. Je l'avais ouvert à mon bureau dans l'appartement près de l'Orangerie. J'avais quitté la petite France en décembre, sans scène, sans éclat, avec mes cartons de dossier et ma cafetière. L'appartement que j'avais choisi avait une fenêtre qui donnait sur les platanes. Il était plus petit. Il était entièrement à moi. La proposition d'Olivier comprenait 3 éléments. Une évaluation de l'appartement de la Petite France, une estimation de sa valeur vénale actuelle et un plan d'allocation transitoire de 18 mois. À la fin du document, une ligne mentionnait la base de calcul des proportions, compte tenu du rôle secondaire de Margot Fleury dans la production intellectuelle de la série. Il avait écrit « rôle secondaire » dans un courriel, sans appeler, sans avertir. Je l'ai relu 2 fois, pas parce que je ne comprenais pas, parce que je voulais être certaine d'avoir bien lu. J'ai transféré le courriel à Maître Sylvie Renner avec une seule phrase. Il n'a pas vu la session de droit. Veuillez me conseiller. Maître Renner était avocate en propriété intellectuelle et en droit de la famille, installée dans un cabinet du centre de Strasbourg. Je l'avais contactée pour la première fois au printemps précédent, après avoir parlé avec la directrice des droits de l'éditeur. Je ne l'avais pas rencontrée pour préparer une bataille. Je l'avais rencontrée pour comprendre exactement où j'en étais, juridiquement. Il y a une différence. Elle m'avait expliqué ce que la cession de droit signifiait dans le cadre du régime matrimonial applicable. Elle avait des intercalaires de couleurs dans ses classeurs. Elle parlait avec précision et sans ornement. C'était exactement le type de conseil dont j'avais besoin. Maître Renner m'a rappelé dans l'heure. Ses conseils étaient calmes et procéduraux. C'est le seul type de conseil qui aide vraiment dans ces moments-là. Non pas la réassurance émotionnelle, non pas l'indignation symétrique, mais la séquence claire de ce qui peut être fait, dans quel ordre, avec quel document. Elle m'a demandé si j'avais l'original de la cession de droit. Je lui ai dit que j'en avais 2 exemplaires, le mien rangé dans un classeur bleu sur l'étagère du haut de mon bureau et celui de l'éditeur enregistré au département des droits depuis 3 ans. Elle a dit « Bien ». Puis, elle m'a demandé si j'avais envie de passer à son cabinet en fin de semaine pour préparer la demande de réunion avec l'éditeur. J'ai dit oui. J'ai pensé ce soir-là aux 11 années du manuel. Qu'est-ce que 11 ans représentent en termes de travail, en termes de fichiers, de versions, de courriels, de nuits passées à vérifier, une bibliographie?
aux 11 automnes sur le campus, aux 11 pages de titres avec mon nom en plus petit caractère. J'ai pensé au dîner de la faculté et aux mots indépendante que personne n'avait corrigés. Qu'auriez-vous fait à ma place, chers auditeurs, ce soir-là? Avec le courriel ouvert sur l'écran et la phrase sur le rôle secondaire encore dans les yeux. J'ai pensé au relevé de redevance redirigé vers une nouvelle adresse. Et puis j'ai cessé d'y penser parce que la pensée n'était plus utile. La session de droit était dans un classeur bleu sur mon étagère. C'était suffisant. 3 ans avant le divorce, au moment où la négociation avec l'éditeur allemand avait commencé, j'avais contacté la directrice des droits de l'éditeur directement en mon nom propre, en tant que contributrice professionnelle dont le travail intellectuel était documenté dans les archives de correspondance. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que collaboratrice informelle, en tant que professionnelle dont la contribution était traçable, fichier par fichier, courriel par courriel, note par note. J'avais proposé une session de droit formel, un document de 3 pages, rédigé avec soin, relu par Maître Renner avant signature, assignant 60% de l'ensemble des redevances issues du contrat de licence allemand à mon nom, en tant que contributrice indépendante. Le pourcentage reflétait la division intellectuelle réelle du travail, pas que ce que la page de titre suggérait. Ce que les archives démontraient. La directrice des droits, une femme d'une 50aine d'années, pragmatique, qui avait vu assez de conflits d'auteurs pour reconnaître un, en formation, avait accepté. Nous avions signé. Le document avait été enregistré au département des droits de l'éditeur en octobre de cette année-là. Olivier ne le savait pas. Il n'avait pas posé la question. Et pourquoi l'aurait-il fait? Il avait lu la page de titre. Il avait cru que la page de titre était la réalité. La session de droit est un document en 3 pages, du papier ordinaire, des caractères de taille standard. Ma signature en bas de la 3e page est celle de la directrice des droits à côté de la mienne. Une date. Octobre. 3 ans avant la demande de divorce. Je l'avais rangé dans un classeur bleu entre 2 autres documents de l'éditeur. Pas caché. Simplement rangé à sa place. Maître Renner a demandé la réunion à l'éditeur dès la semaine suivante. La date a été fixée rapidement. La directrice des droits, qui connaissait l'existence du document et savait ce que sa présence dans ce dossier signifiait, n'avait pas tardé à confirmer sa disponibilité. Les réunions de ce type ne s'éternisent pas à se programmer quand les 2 parties concernées comprennent l'enjeu. Olivier avait été informé de la réunion par l'intermédiaire de son propre avocat. Il s'était présenté avec Maître Dufour, un spécialiste de droit des affaires qu'il avait visiblement mandaté rapidement. Ils sont arrivés en même temps que nous, Maître Renner et moi, dans le hall du bâtiment moderne qui abrite les bureaux de l'éditeur. Un immeuble de verre et d'aluminium à quelques minutes du centre de Strasbourg, avec vue sur la flèche de la cathédrale depuis les salles du 4e étage. Nous nous sommes installés autour d'une grande table en verre. La directrice des droits avait le dossier devant elle. Maître Renner avait ses classeurs avec intercalaire. J'avais mes lunettes sur le nez, les mêmes que celles qu'Olivier avait un jour décrites comme
le look d'une bonne assistante. Il me les avait dites avec bienveillance à l'époque, ou ce qu'il croyait être de la bienveillance. La directrice des droits a ouvert le dossier. Elle a posé la session de droit sur la table, le document original en 3 pages, avec les 2 signatures et la date d'octobre. Elle a commencé à lire les clauses à voix haute. La date, le périmètre, le pourcentage, le nom des parties. Sa voix était neutre, factuelle. Elle lisait un contrat, pas un verdict. Mais un contrat bien rédigé et correctement enregistré est, dans ce contexte, exactement la même chose. Maître Dufour a demandé si la cession avait été exécutée unilatéralement, sans information du co-auteur principal. La directrice des droits a répondu que le contrat était entre la maison d'édition et Margot Fleury-Schmidt, en sa qualité de contributrice indépendante, et qu'il avait été exécuté dans le cadre de ses droits professionnels propres, distincts du régime matrimonial applicable, conformément aux dispositions du droit français de la propriété intellectuelle pour les revenus professionnels exercés à titre indépendant. Le document avait été en vigueur pendant 3 ans. Il avait été enregistré à la date indiquée. Il n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Maître Dufour a demandé si la cession était susceptible d'être contestée. 60% de 340 000 euros, 204 000 euros en chiffre net. Est-ce que vous imaginez la précision avec laquelle il a posé cette question? Il posait la question à la directrice des droits. Maître Renner a répondu avant elle, sans élever la voix. Pas utilement, le droit de la propriété intellectuelle est explicite sur l'exercice des droits économiques à titre indépendant. Le document a été signé, enregistré et est en vigueur depuis 3 ans. Il y a eu un silence. Pas long. 10 secondes. Peut-être 12. La salle était silencieuse, comme les salles de réunion sont silencieuses quand quelqu'un vient de comprendre quelque chose qu'il aurait dû comprendre plus tôt. C'est à ce moment-là que le nom de la professeure Astrid Koenig a été mentionné, non par nous, non par Maître Renner, mais par la directrice des droits elle-même, qui avait dans son dossier une note signalant qu'une collègue de l'Université de Strasbourg avait été présente à plusieurs séances de travail et était en mesure de confirmer la division intellectuelle du travail, si confirmation était nécessaire. La directrice des droits a précisé qu'elle mentionnait cela à titre d'information. La session de droit était suffisante en elle-même. Maître Dufour a demandé une pause de 10 minutes. Ils se sont levés, tous les deux, et sont sortis dans le couloir. Je n'ai pas regardé Olivier sortir. Je regardais la fenêtre, la flèche de la cathédrale, visible dans le gris clair de novembre, nette et immobile. Maître Renner a bu une gorgée d'eau. La directrice des droits a retourné une page de son dossier. 10 minutes plus tard, Olivier et son avocat sont revenus. Maître Dufour
a annoncé qu'il retirait l'argument du rôle secondaire. La base de calcul de la proposition de séparation serait révisée. La discussion sur les modalités pouvait avoir lieu selon le calendrier qui convenait aux deux parties. La directrice des droits a posé la session de droit signée sur la table en verre. Olivier l'a regardé. Il a regardé son avocat. Il a regardé le document à nouveau. La date était inscrite en haut de la première page, octobre 3 ans plus tôt. Le mois du dîner de la faculté où son collègue avait dit « recherche indépendante » et où il n'avait pas corrigé le mot. Savait-il, à cet instant précis, à combien d'erreurs d'inattention se chiffre une confiance mal placée? Je ne sais pas s'il a fait le lien entre ces deux moments. Son visage a traversé 3 expressions en environ 4 secondes. La surprise d'abord, nette et brève. Le genre de surprise qui naît non pas d'un choc, mais d'une réalisation. Puis quelque chose de calculateur. Une tentative de trouver rapidement l'angle par lequel ce fait pouvait être retourné. Puis quelque chose qui n'était pas tout à fait de la confusion, mais qui s'en approchait de très près. Le visage de quelqu'un qui cherche une prise et n'en trouve pas. Ensuite, il a regardé la table. Pas moi. La table. J'ai mis mes lunettes de lecture et j'ai regardé le document. Les caractères étaient nets. La date était exacte. La signature était la mienne. J'ai relevé la tête. Maître Dufour demandait à Maître Renner quel était le calendrier envisagé pour la révision de la proposition. Maître Renner répondait avec précision. Je n'ai pas enlevé mes lunettes. Pendant les semaines qui ont suivi la réunion, les choses ont avancé de la façon dont elles avancent, quand les faits sont clairement établis, méthodiquement, sans urgence, de la part de personne, avec des courriels professionnels, des délais raisonnables, des documents transmis dans l'ordre et avec les intercalaires appropriés. Maître Renner était organisé. Maître Dufour l'était aussi. Quand les deux parties ont des avocats compétents et que les faits d'un côté ne sont pas contestables, les délais raccourcissent d'eux-mêmes. Olivier avait tenté une dernière approche par l'intermédiaire de son avocat, environ 2 semaines après la réunion chez l'éditeur. Maître Dufour avait transmis une demande écrite. Olivier souhaitait que le contrat de licence allemand soit considéré comme un actif du patrimoine commun, au motif que la réputation académique de la série et donc sa valeur commerciale était liée au nom de l'auteur principal inscrit sur la couverture. C'était un argument construit. Ce n'était pas un argument solide. La session de droit avait été exécutée avant la séparation, en vertu des droits économiques propres de Margot Fleury-Schmidt, en tant que contributrice indépendante, documentée dans les archives de correspondance de l'éditeur. La réputation académique du volume pouvait appartenir à qui bon semblait. Les droits économiques assignés par contrat appartiennent à la personne dont le nom est inscrit sur le contrat d'assignation. Ce sont 2 choses distinctes. Le droit français de la propriété intellectuelle les traite comme tels. Maître Renner avait répondu par un courrier de 2 pages. L'argument n'avait pas été réitéré. La professeure Koenig ne s'est jamais présentée dans une salle d'audience. Il n'y a pas eu de salle d'audience.
Sa disponibilité avait été documentée dans le dossier de la directrice des droits. Son nom, son affiliation, la nature des séances de travail auxquelles elle avait participé. Et cette documentation avait rendu inutile toute tentative de contester la division intellectuelle du travail. Il est plus difficile de nier ce qui est corroboré par une tierce partie connue dans les archives d'un éditeur avec une date et un contexte précis. Olivier avait décidé de ne pas essayer. J'avais rencontré la professeure Koenig au début du mois dans son bureau du campus pour lui expliquer l'état du dossier. Nous avions bu du café dans des tasses en porcelaine blanche. Ses fenêtres donnaient aussi sur les bras de l'île. Elle avait écouté, puis elle avait dit « J'ai toujours pensé que c'était toi qui portais la structure, Margot. » Je lui avais répondu que c'était documenté, maintenant. Elle avait souri. C'était un sourire de collègue qui reconnaît une réalité qu'elle avait observée depuis longtemps, sans jamais avoir eu à le dire officiellement. Le dossier transmis à l'éditeur par Maître Renner dans le cadre de la procédure de restructuration des droits comprenait la session originale, le relevé des correspondances archivées entre moi et le département des droits, un résumé de la division du travail documenté dans les fichiers de rédaction de la série et une note explicative sur le cadre juridique applicable. La directrice des droits avait traité le dossier sans délai excessif. Les questions de droit bien documentées sont plus simples à traiter que les questions mal documentées. C'est l'une des choses que 18 ans de travail éditorial m'ont appris avec constance. Entre la réunion chez l'éditeur et la signature finale de l'accord de séparation, il s'était écoulé un peu moins de 3 mois. Des gens qui connaissaient Olivier et qui ne savaient pas précisément ce qui s'était passé m'avaient dit, avec une bienveillance maladroite, que les divorces après de longues unions prennent du temps. J'avais répondu poliment que les choses avançaient, ce qui était vrai. Le classeur bleu était resté sur mon étagère pendant tout ce temps. Je ne l'avais pas sorti du bureau, sauf pour les réunions. Je n'avais pas eu besoin de le consulter souvent. Je savais ce qu'il contenait, mais il me semblait important qu'il reste là, à sa place, sur l'étagère du haut, entre les autres classeurs. Pas mis en avant, simplement présent, comme il l'avait été pendant 3 ans. Il m'est arrivé, dans les semaines qui ont suivi la réunion chez l'éditeur, de penser au mot collaboratrice. C'est un beau mot en français quand il est utilisé correctement. Il désigne quelqu'un qui collabore, qui travaille avec, qui contribue à, qui participe de manière substantielle à une œuvre commune. Ce n'est pas un mot qui implique une position subordonnée. Ce n'est pas un mot qui dit assistante ou secrétaire ou personne dont la contribution est essentiellement logistique. C'est un mot qui dit cette personne a travaillé sur ce projet réellement avec sa compétence propre, ce qui avait transformé ce mot en quelque chose de plus petit. Ce n'était pas le mot lui-même. C'était la taille des caractères. Et la taille des caractères est une décision éditoriale. Une décision que quelqu'un prend, conscient de ce qu'il fait ou non.
et dont les conséquences s'inscrivent sur du papier imprimé, dans des bibliothèques pendant des années. Pendant les mois de la procédure, j'avais continué à travailler sur des projets éditoriaux indépendants, des mandats pour d'autres presses universitaires, des consultations sur des collections en cours. C'est une nécessité pratique quand on est chargé d'éditions scientifiques indépendantes. Les projets doivent avancer. On ne met pas la vie professionnelle en suspens pour une procédure de divorce. On fait tourner les deux en parallèle avec des agendas distincts et des dossiers bien séparés. Je suis bonne à ça, les dossiers bien séparés. Un des projets en cours était une collection de grammaire descriptive pour une petite presse spécialisée, un travail minutieux, peu visible, le genre de travail éditorial qui ne produit pas de conférences ni de citations académiques, mais qui constitue l'ossature dont dépendent des dizaines de projets de recherche. Ce travail-là, je l'avais toujours fait en mon nom propre, avec mon propre contrat, mes propres relevés de droit, ma propre signature. Personne ne l'avait jamais revendiqué. La différence entre ce travail et le travail sur la série, c'est simplement que l'un était clairement signé et l'autre ne l'était pas. Ou pas assez clairement, jusqu'à ce que je l'aie corrigé. Maître Renner m'avait demandé, lors de notre première réunion, après la réunion chez l'éditeur, si j'avais d'autres contrats ou arrangements professionnels dont la portée exacte mériterait d'être vérifiée dans le cadre de la procédure. J'avais sorti une liste. Pas longue, 5 ou 6 items, mais précise, avec les dates, les parties et les clauses pertinentes. Elle avait parcouru la liste avec ses lunettes à monture fine et avait dit que le dossier était bien ordonné. Je lui avais dit que j'avais eu 18 ans pour apprendre à ordonner un dossier. Elle avait souri. C'est la deuxième fois qu'un sourire professionnel m'a fait quelque chose dans cette histoire. Le premier était celui de la directrice des droits, le matin de la signature. Le second était celui de Maître Renner, dans son cabinet avec mes classeurs sur la table entre nous. Ces deux sourires ne ressemblaient à rien de dramatique. Ils ressemblaient à de la reconnaissance entre professionnels. C'est tout ce qu'ils étaient. Mais c'est beaucoup, parfois. Les 24 mois de la procédure, depuis la réunion chez l'éditeur jusqu'au versement effectif des avances sur redevance, avaient passé avec la lenteur caractéristique des procédures qui n'ont pas besoin de se précipiter, parce que les faits sont ce qu'ils sont et que les documents sont ce qu'ils sont. Il y avait eu des délais de notification, des vérifications bancaires, un ajustement de la modalité de versement que Maître Renner avait traité par un courriel de 3 paragraphes et une confirmation finale de la directrice des droits que le virement était effectué et que le montant correspondait exactement à ce que prévoyait la cession. 204 000 €, en chiffres sur un relevé de compte. Un mardi matin. Avec mon café, je n'avais appelé personne. Pas Maître Renner, elle était déjà au courant, elle avait suivi le dossier jusqu'à la confirmation. Pas la professeure Koenig, ce n'était pas une information que je ressentais le besoin de partager immédiatement. Pas ma sœur, qui vit à Nancy et qui avait suivi l'essentiel de la procédure avec la sollicitude affectueuse et légèrement inquiète d'une sœur qui vous aime,
mais ne comprend pas entièrement le droit de la propriété intellectuelle. Je lui avais dit plus tard dans la journée que les choses s'étaient réglées bien. Elle avait dit qu'elle était soulagée. Je lui avais dit que moi aussi. Et ce que je n'avais pas dit, parce que ça n'aurait servi à rien de le dire, c'est que le soulagement n'était pas le mot principal. Le mot principal était quelque chose de plus calme que ça. Une sorte de cohérence retrouvée entre ce qui était dans les documents et ce qui était dans la réalité. Une correction, une mise en ordre, pas une victoire, une rectification. La proposition de séparation a été révisée. Les avances sur Redevance, 204,000 €, ont été confirmées comme ma propriété personnelle, distincte du patrimoine commun, en vertu de la cession de droits enregistrés. Le flux de redevances annuelles, estimé à 18 000 € par an sur la base du contrat de licence allemand, soit potentiellement plus de 180 000 € sur 10 ans, est également le mien. La proposition de séparation révisée ne faisait plus mention d'un rôle secondaire. Elle ne mentionnait rien du tout sur le sujet. C'était suffisant. La correction du crédit d'auteur a été négociée séparément avec l'éditeur dans le cadre de la restructuration des droits. Les éditions futures de la série porteront mon nom en qualité de co-auteur. L'éditeur avait accepté sans difficulté particulière. La documentation des droits avait toujours reflété la réalité du travail. Et la correction de la page de titre ne faisait que rendre publique une réalité qui était déjà inscrite dans les archives. Ce serait pour la 5e édition. Le calendrier éditorial était ce qu'il était. Je n'étais pas pressée. Je travaille maintenant à mon bureau près de l'orangerie, le matin principalement, avec un café trop fort et une vue sur les platanes. Les feuilles sont tombées depuis novembre et les branches nues dessinent des lignes précises contre le ciel d'hiver. Mon bureau est dans la pièce principale. Il n'y a pas d'autre pièce à donner au bureau dans un appartement plus petit. Et c'est très bien ainsi. L'étagère du haut porte toujours le classeur bleu entre les autres classeurs. Il ne contient plus un secret. Il contient simplement un document enregistré, comme tous les autres. Le contrat de la 5e édition est en cours de rédaction. La page de titre sera différente. Margot Fleury-Schmidt, co-auteur, en caractères qui n'auront plus besoin d'être qualifiés de plus petits, parce qu'ils seront simplement là, à la place qu'ils auraient dû occuper depuis le début. Ce n'est pas une victoire bruyante. Ce n'est pas une revanche. C'est une correction. La différence m'importe. Il y a une chose que Olivier ne m'a jamais dit et que je ne lui ai jamais dite non plus, que pendant 11 ans, nous avions construit quelque chose qui méritait d'exister, que le travail était réel, que la série était solide, que des étudiants dans des universités françaises et belges avaient appris la linguistique avec des chapitres que j'avais rédigés. Cette partie-là n'a pas changé. Elle ne change pas, quels que soient les noms sur la couverture. Ce qui a changé, c'est que les noms sur la couverture vont changer. Je ne regrette pas d'avoir attendu. Je ne regrette pas de ne pas lui avoir dit, avant qu'il dépose la demande, qu'il existait un document au département des droits. L'attente n'était pas de la malveillance.
c'était de la précision. Il y a une différence entre attendre le bon moment et retarder l'inévitable. Je savais ce que le contrat disait. Je savais depuis 3 ans. Sa sœur, Émilie, m'a envoyé un message 6 semaines après la signature finale. Un message bref, sans ponctuation excessive, qui disait essentiellement qu'elle comprenait ce qui s'était passé et qu'elle espérait que je me portais bien. Je lui ai répondu que oui, je me portais bien. Nous n'avons pas eu d'autres échanges depuis. Il y a des relations qui n'ont pas de forme viable en dehors du cadre qui les a créées. Je peux accepter ça. Les personnes qui vous accordent une typographie plus petite supposent généralement que vous ne savez pas ce que dit le contrat. Je savais ce que disait le contrat. Je savais aussi comment déposer une cession de droit avant qu'ils pensent à demander où allait l'argent. Qu'auriez-vous fait corriger la page de titre en premier ou sécuriser la cession de droit? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez cette histoire avec quelqu'un dont le nom a déjà figuré dans des caractères plus petits que ce qu'il méritait. Merci de m'avoir écouté.